Merci. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour votre remise de diplôme dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Pour dire vrai, je n'ai jamais eu de diplôme universitaire. Et aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à m'approcher autant d'une remise de diplôme. Aujourd'hui, je veux vous faire partager 3 histoires qui ont marqué ma vie. Rien d'extraordinaire, juste 3 histoires. La première histoire est de faire les liens entre les événements. J'ai abandonné mes études au Reed College au bout des 3 premiers mois. Mais j'y suis resté en tant qu'auditeur libre pendant 18 mois avant d'abandonner définitivement. Donc pourquoi ai-je abandonné ? Cela a commencé bien avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire et elle décida de me faire adopter. Elle tenait vraiment à ce que je sois adopté par des personnes diplômées. Donc elle avait tout planifié pour que je sois adopté dès ma naissance par un avocat et son épouse. Sauf que lorsque je suis sorti, ils décidèrent à la dernière minute qu'ils préféraient avoir une fille. Ainsi, les parents qui m'ont adopté reçurent un coup de téléphone au milieu de la nuit leur demandant « Nous avons un petit garçon qui n'était pas prévu, le voulez-vous » Ils répondirent « Bien sûr ». Ma mère biologique découvrit par la suite que ma mère adoptive n'avait jamais eu le moindre diplôme universitaire, que mon père n'avait jamais terminé ses études secondaires, elle refusa de signer les documents d'adoption. Et ne s'y résolut que quelques mois plus tard, quand mes parents lui promirent que j'irais tout de même à l'université. Ce fut le commencement de ma vie. Et 17 ans plus tard, j'entrais effectivement à l'université. Mais j'avais naïvement choisi une université presque aussi chère que Stanford. Et toutes les économies de mes parents servirent à payer mes frais de scolarité. Au bout de 6 mois, je n'en voyais toujours pas l'intérêt. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et je ne voyais pas comment l'université pouvait m'aider à le découvrir. Et j'étais là en train de dépenser tout cet argent que mes parents avaient épargné toute leur vie. Je décidai donc d'abandonner, avec la conviction que tout marcherait. C'était plutôt effrayant, mais rétrospectivement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. À la minute où j'ai renoncé, j'abandonnais les matières obligatoires qui ne m'intéressaient pas et commençais à me focaliser sur celles qui semblaient être bien plus intéressantes. Tout n'était pas rose, bien sûr. Je n'avais pas de chambre d'étudiant, donc je dormais au sol chez mes amis. Je ramassais des bouteilles de coca pour récupérer les cautions de 5 centimes pour m'acheter à manger, pour m'offrir un bon repas au temple de Hare Krishna. J'adorais ça. Et ce que je découvris alors, guidé par ma curiosité et mon intuition, se révéla inestimable à l'avenir. Laissez-moi vous donner un exemple. Le Reed College, à l'époque, dispensait probablement le meilleur cours de calligraphie de tout le pays. À travers tout le campus, chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir était parfaitement calligraphiée. Puisque j'avais abandonné et que je n'avais pas à suivre de cours obligatoires, je décidai de m'inscrire en classe de calligraphie pour apprendre à en faire. J'appris tout ce qui concernait les polices, sérifs et sans sérifs, tout sur la variation d'espace entre les différentes combinaisons de lettres, tout ce qui fait la beauté d'une belle calligraphie. C'était beau, historique, ancré dans l'art d'une telle manière que cela échappait à la science. Et je trouvais ça fascinant. Rien de tout cela n'allait avoir la moindre chance de connaître une application pratique dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, lorsque nous concevions le premier ordinateur Macintosh, tout cela me revint. Et nous l'avons incorporé entièrement dans le Mac. C'était le premier ordinateur doté d'une typographie élégante. Si je n'avais pas suivi ce cours à l'université, le Mac n'aurait jamais possédé une telle variété de polices de caractères ni ses espacements proportionnels. Et comme Windows a juste copié le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel n'en aurait disposé. Si je n'avais pas abandonné, je n'aurais jamais suivi ce cours de calligraphie et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas la merveilleuse typographie qu'ils ont aujourd'hui. Bien entendu, il était impossible de prévoir les répercussions quand j'étais à l'université, mais c'est devenu très clair en regardant rétrospectivement 10 ans plus tard. Encore une fois, vous ne pouvez pas prévoir l'incidence qu'auront certains événements dans le futur, vous pouvez uniquement le faire rétrospectivement. Vous devez croire que ces événements, en quelque sorte, vous connectent au futur. Vous devez croire
croire en quelque chose, Dieu, la destinée, la vie, le karma, peu importe. Parce que croire que ces événements sont au final liés vous donnera l'assurance nécessaire pour suivre votre cœur. Même si cela vous écarte du chemin tout tracé, c'est ce qui fait toute la différence. Ma seconde histoire parle d'amour et de perte. J'ai été chanceux. J'ai trouvé très tôt ce que j'aime faire. Woz et moi avons créé Apple dans le garage de mes parents lorsque j'avais 20 ans. On travailla dur et en 10 ans, Apple passa de juste nous deux dans un garage à une entreprise pesant 2 milliards de dollars avec plus de 4000 employés. Nous venions tout juste de lancer notre plus belle création un an plus tôt, le Macintosh, et je venais d'avoir 30 ans. Et puis j'ai été viré. Comment peux-tu te faire virer d'une entreprise que tu as créée? Eh bien, comme Apple grandissait, nous avons engagé quelqu'un qui me semblait très compétent pour diriger l'entreprise avec moi. Pendant la première année, tout se passa bien, puis nos visions du futur ont divergé. Et finalement, nous nous sommes brouillés. Et quand cela arriva, le conseil d'administration se rangea de son côté. Et ainsi, à 30 ans, je me retrouvais à la porte, et de manière très exposée. La chose sur laquelle je m'étais focalisé toute ma vie était partie. J'étais dévasté. J'ai resté plusieurs mois sans savoir quoi faire. J'avais l'impression d'avoir trahi la génération précédente d'entrepreneurs. Comme si j'avais lâché le témoin au moment où on me le passait. J'ai rencontré David Packard et Bob Noyce, tentant de demander pardon pour avoir tout gâché si salement. C'était un échec public et je songeais même à fuir la Silicon Valley. Mais peu à peu, je commençais à comprendre une chose. J'aimais toujours ce que je faisais. La tournure des événements chez Apple n'y changeait strictement rien. J'ai été rejeté, mais j'étais toujours amoureux. Ainsi, je décidai de repartir de zéro. Je ne l'avais pas vu à l'époque, mais il s'avéra que me faire virer d'Apple fut la meilleure chose qui puisse m'arriver. Le poids du succès fut remplacé par le bonheur d'être à nouveau un débutant. Moins sûr de tout, une liberté grâce à laquelle je connus l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Durant les 5 années suivantes, j'ai créé une entreprise prénommée Next, une autre nommée Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme incroyable qui est devenue ma femme. Pixar, qui allait bientôt créer le premier film d'animation au monde réalisé sur ordinateur, Toy Story, est aujourd'hui le numéro 1 mondial des studios d'animation. Par un remarquable concours de circonstances, Apple acheta Next et je suis retourné chez Apple. Et la technologie que nous avions développée chez Next est aujourd'hui au cœur des raisons de la renaissance d'Apple. Et Lorraine et moi avons fondé une famille merveilleuse. Je suis quasiment certain que tout cela ne serait jamais arrivé si je n'avais pas été viré de chez Apple. Ce fut une cure détestable, mais je pense que le patient en avait besoin. Parfois la vie vous frappe à coups de briques sur la tête, ne perdez pas la foi. Je suis convaincu que la seule chose qui me faisait avancer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Et c'est tout autant applicable à votre vie professionnelle qu'amoureuse. Votre travail va remplir une part importante de votre vie. Et la seule façon de faire du bon travail, c'est de croire que ce que vous faites est du bon travail. Et la seule voie pour y parvenir, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez de chercher et ne baissez pas les bras. C'est comme en amour, vous saurez lorsque vous l'aurez trouvé. Et comme dans toute bonne relation, les choses ne font que s'améliorer au fil du temps. Donc continuez de chercher, ne baissez pas les bras. Ma troisième histoire parle de la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait ceci. « Si vous vivez chaque jour comme s'il était le dernier, vous finirez un jour par avoir raison. » Elle est restée gravée en moi. Et depuis, pendant les 33 dernières années, je me suis regardé dans la glace le matin en me demandant si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que j'aimerais faire ce que je suis sur le point de faire aujourd'hui? Et si la réponse est non pendant plusieurs jours d'affilée, je savais que je devais changer quelque chose. Gardez en tête que nous serons tous morts bientôt. C'est ce que j'ai découvert de plus efficace pour m'aider à prendre des décisions importantes. Parce que quasiment tout ce que l'on attend de l'extérieur, nos fiertés, nos peurs de l'échec, ces choses s'effacent devant la mort, ne laissant que ce qui est véritablement important. Se souvenir que la mort est inévitable est la meilleure façon d'éviter le piège qui consiste à croire que l'on a quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre son cœur. Il y a à peu près un an, on m'a diagnostiqué un cancer.
J'ai fait un scanner à 7h30 du matin qui révéla clairement une tumeur du pancréas. Je ne savais même pas ce qu'était un pancréas. Les docteurs m'annoncèrent que c'était très certainement un type de cancer qui est incurable et que je ne devais pas m'attendre à vivre plus de 3 voire 6 mois. Mon docteur me conseilla de rentrer chez moi et de mettre mes affaires en ordre, ce qui signifie en langage de docteur « préparez-vous à mourir ». Essayez de dire à ses enfants tout ce que vous pensiez avoir 10 ans pour leur dire, juste en l'espace de quelques mois. Ce qui signifie de faire en sorte que tout soit bouclé, de faciliter le plus possible les choses pour votre famille, ce qui signifie faire ses adieux. J'ai vécu avec ce diagnostic pendant toute la journée. Plus tard ce soir-là, on m'a fait une biopsie où ils m'ont rentré un endoscope dans la gorge en passant par l'estomac et l'intestin. Ils m'ont planté une aiguille dans le pancréas et ont prélevé quelques cellules de ma tumeur. J'étais sous sédatif, mais ma femme qui était là m'a dit que lorsqu'ils ont vu les cellules sous le microscope, les docteurs se mirent à pleurer. Car il s'avérait que j'avais une forme très rare de cancer du pancréas, curable par chirurgie. J'ai été opéré et je vais bien maintenant. Je n'ai jamais été aussi près de la mort que cette fois-là et j'espère que ça le restera pendant encore quelques décennies pour avoir vécu avec ça. Je peux vous le dire avec plus de certitude que lorsque la mort n'était pour moi qu'un concept, certes utile mais purement intellectuel. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y accéder. Et maintenant, la mort est notre destination commune à tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est bien ainsi. Car la mort est très probablement la plus belle invention de la vie. C'est le facteur de changement de la vie. Elle nous débarrasse de l'ancien pour faire place au nouveau. Pour le moment, le nouveau, c'est vous. Mais un jour pas si éloigné d'aujourd'hui, vous deviendrez progressivement l'ancien et on se débarrassera de vous. Désolé de tenir des propos si dramatiques, mais c'est la vérité. Votre temps est limité. Ne le gâchez donc pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes, qui n'est rien d'autre que de vivre selon les conclusions de la réflexion d'autres personnes. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. D'une manière ou d'une autre, ils savent ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Quand j'étais jeune, il y avait une extraordinaire publication de Whole Earth Catalog. C'était l'une des bibles de ma génération. Elle avait été fondée par un certain Stewart Brand, non loin d'ici, à Menlo Park. Il lui avait donné vie avec sa touche poétique. C'était à la fin des années 1960, avant les ordinateurs personnels et les publications assistées. Donc tout était entièrement réalisé avec des machines à écrire, des ciseaux et des appareils photo Polaroid. C'était une sorte de Google en livre de poche, 35 ans avant la création de Google. C'était idéaliste, débordant de conseils soignés et d'idées géniales. Stewart et son équipe ont publié plusieurs numéros de The Whole Earth Catalog. Et ainsi, quand ils eurent épuisé la formule, ils sortirent un dernier numéro. C'était au milieu des années 70, j'avais votre âge. La 4e de couverture montrait la photo de route d'une campagne prise au petit matin. Le genre de route sur laquelle vous pourriez faire de l'autostop si vous aviez l'esprit d'aventure. Dessous, on lisait « Stay hungry, stay foolish ». Soyez insatiable, soyez fou. C'était leur message d'adieu puisqu'ils s'arrêtaient là. Soyez insatiable, soyez fou. C'est ce que j'ai toujours souhaité pour moi-même. Et aujourd'hui, comme vous démarrez une nouvelle vie en recevant votre diplôme, c'est ce que je vous souhaite. Soyez insatiable, soyez fou. Merci à tous.